Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir les pratiques de Linux sécurisé, c'est-à-dire les bonnes manières à pratiquer pour pratiquer un système Linux. Linux, c'est un système trop utilisé. Un administrateur a besoin de faire un certain nombre de tâches chaque jour. Il y a des alternatives non sécurisées et il y a aussi d'autres alternatives qui sont sécurisées pour faire les mêmes tâches. Pourquoi d'abord euh, pratique de Linux sécurisé? C'est parce que environ 96% des serveurs à l'échelle mondiale tournent sur un système Unix Linux. L'utilisation, elle est importante d'un système Unix, c'est-à-dire l'emploi des serveurs Unix, c'est un emploi qui s'avère recommandé pour les petites et grandes entreprises. Premièrement, on ne sécurise jamais un système existant. Une bonne installation sécurisée commence à zéro. C'est-à-dire, si l'on veut mettre en place un serveur, là, on doit penser à la sécurité au début avant d'installer rien. Et avant d'installer un système Unix, il faut se demander, il faut se poser certaines questions. Par exemple, quel sera l'emploi de la machine? Est-ce que la machine, c'est un serveur, est-ce que c'est un serveur, ça va être un serveur web, un serveur FTP, un serveur de messagerie, un serveur de base de données, un serveur d'application? Bah, on se pose certaines questions pour déterminer le sort de ces serveurs. Et en répondant à cette première question, on va se poser aussi la question, comment sera-t-elle connectée au réseau? Est-ce que d'abord ce serveur-là doit être connecté au réseau? S'il doit être connecté au réseau, dans quel emplacement on va le mettre? Est-ce qu'on va le mettre dans le LAN? Est-ce qu'on va le mettre dans la DMZ? Est-ce qu'on va le mettre publiquement? Là, c'est l'emploi de la machine qui détermine comment l'emplacement de sa connexion. Quels seront les utilisateurs qui ont le droit d'accéder à ce serveur? Et là, c'est très important. Là, il faut déterminer les droits, les auteurs qui ont les droits d'accéder au serveur et quels sont les droits qui auront sur ce serveur. Ensuite, quels sont les programmes qui sont nécessaires d'installer? Au début, j'ai- sur Linux, nous avons deux types nous avons à télécharger. Nous avons soit desktop ou bien serveur. Serveur, c'est la version qui a juste le strict minimum d'applications installées. Ce qui est conseillé, c'est installer la version serveur et par la suite ajouter des applications dont on juge effectivement nécessaires à utiliser. Ensuite, on doit réaliser un partitionnement adéquat. Lors de l'installation d'Unix, un partitionnement par défaut vous est proposé, mais ça c'est juste pour les débutants. Mais pour les professionnels, il faut choisir un partitionnement adéquat. Comme ça, si par exemple le serveur tombe en panne, là, on pourra redépanner notre serveur la perte de données. Exemple, par exemple, le slash home, on doit créer une partition pour slash home, on doit créer une partition pour slash etc pour garder ici pour garder les données des utilisateurs, ici pour garder les fichiers de configuration. On doit aussi mettre une partition pour slash ESR slash local pour aussi garder les applications. Au moment si on a besoin d'un nouveau reformatage, on reformate les autres partitions et on garde ces partitions non formatées. Et comme ça, on ne perd pas nos données. Donc là, il faut choisir un bon partitionnement et comme j'ai dit tout à l'heure, il ne faut installer que les packages qui sont nécessaires. Une des tâches importantes Linux, c'est l'administration des utilisateurs.
Commençons par la sécurisation des connexions. La connexion, comme vous savez, un serveur Linux nécessite un login et un mot de passe. On introduit le login, puis le mot de passe, et si le mot de passe correspond à ce moment-là, la connexion est ouverte. Le fichier qui gère la connexion des utilisateurs, c'est le fichier /etc/passwd, dont chaque ligne est composée d'un certain ensemble de champs qui sont séparés par le caractère de point. Là, nous avons le champ login, le champ mot de passe. Là, je parle de la version, de l'ancienne version de /etc/passwd. Avant, le mot de passe haché était ou bien crypté était dans le fichier. L'UID User Identifier, c'est l'identificateur du utilisateur. Groupe Identifier, c'est un identificateur du groupe d'utilisateurs. Un commentaire, c'est un champ commentaire. Directory, c'est le répertoire de travail de l'utilisateur. Et la commande, c'est la commande qui est lancée au moment de la connexion de l'utilisateur. Donc, comme j'ai dit, login, c'est le nom de connexion. Password, c'est le mot de passe crypté. UID, c'est l'identificateur de l'utilisateur. Et remarquons que l'UID de route, elle est à 0. C'est-à-dire, si un utilisateur est créé avec l'UID 0, cet utilisateur aura les mêmes droits que le root. Commande, c'est un champ commentaire. Directory, c'est le répertoire de travail de l'utilisateur. Commande, c'est la commande à exécuter au moment de la connexion. L'UID, c'est une valeur qui est comprise entre 0 et UID max. UID max, c'est une valeur qui est définie dans le fichier /login.def, c'est-à-dire on peut modifier la valeur maximale de UID dans ce fichier-là. Les valeurs inférieures à 100, ou bien dans d'autres systèmes inférieurs à 1000 ou bien à 500, ça dépend. Là, on peut changer toujours cette valeur. Les valeurs inférieures à 100 sont réservées pour les services, et les applications au-delà de 100 ou bien au-delà de 1000, ce sont des utilisateurs normaux. L'attribution de l'UID est de responsabilité de l'administrateur. Il est conseillé d'attribuer un même UID à un utilisateur qui ne possède pas, qui possède un compte sur plusieurs machines, et il est conseillé aussi de n'attribuer jamais un UID égal à 0 à d'autres différents de l'utilisateur root. Donc, comme question, déterminer le nombre de jours de validité du mot de passe, c'est-à-dire le nombre de jours pendant lesquels le mot de passe est valide. Déterminer la longueur minimale et la longueur maximale des mots de passe. Des fois, on veut souhaiter à ce que le mot de passe n'aura pas une longueur réduite, ou bien n'aura pas une longueur, ou bien ne dépasse pas une certaine longueur. Dans cette question, on va déterminer quelle est la longueur minimale et la longueur maximale de mot de passe. Que signifie pass warn age? Comme son nom l'indique, pass warning age, c'est-à-dire l'âge au bout duquel on va recevoir un warning qui nous invite à dire que notre mot de passe va expirer. Et là, pass warning age, on peut le déterminer aussi, on peut changer sa valeur. Détermine les valeurs de UID et JID, détermine les valeurs maximales de UID et JID. Tout ça, les réponses à ces questions, on va les trouver dans le fichier /etc/login.devs. Dans /etc/login.devs, on va trouver l'ensemble des paramètres, encore plus de paramètres pour le paramétrage des mots de passe. Comme j'ai dit, dans l'ancienne version d'Unix, /etc/passwd contient les mots de passe qui sont hachés. Mais ce fichier-là a les droits rw-r-r-r. Ça veut dire que ce fichier-là, c'est un fichier qui pourra être lu par tout le monde.
Or, ce fichier contient les mots de passe cryptés. Ça veut dire que tout le monde peut craquer les mots de passe qui sont inclus, qui sont dans le fichier /etc/passwd. Ça pose un problème. Une solution, c'est enlever les mots de passe du fichier /etc/passwd et les mettre dans un fichier qui est le fichier /etc/shadow avec les permissions rw comme ça, seul le root, l'administrateur, qui peut changer, bien qui peut craquer les mots de passe. Et là, pour passer de cette version, si votre système ne contient pas le shadow, on peut passer par pw1conv et pw1conv et pour rétablir cette version ancienne, c'est pw-conv. Donc, si vous essayez pw1conv, vous allez trouver le fichier /etc/passwd qui contient les mots de passe. Et si on utilise pw1conv, le fichier /etc/shadow va être créé et il va contenir les mots de passe qui étaient enregistrés dans /etc/passwd. Un autre fichier nécessaire pour les auteurs, c'est /etc/group qui contient les groupes d'appartenance des utilisateurs. Donc, les champs dans ce fichier, c'est le nom du groupe, password du groupe, le GID et la liste des utilisateurs autorisés à accéder au groupe. Donc, le nom du groupe, c'est le nom du groupe. Password, c'est demander à l'utilisateur qui veut accéder à un groupe. Les auteurs autorisés, c'est comme j'ai dit, c'est les listes des auteurs autorisés à accéder au groupe. Exercice. Là, vous avez un certain nombre de questions. Vous devez y répondre. Toujours, c'est man. Il faut consulter le manuel Linux. Man, le nom de la commande et vous aurez la description détaillée de la commande. Dans cet exercice, vous avez l'ensemble des questions qui sont en rapport avec la gestion des mots de passe. Le root, c'est l'utilisateur c'est l'administrateur du système. Le compte root, c'est un compte très sensible. Si on a accès au root, on a accès à l'ensemble du serveur, c'est-à-dire l'accès au root doit être restreint au maximum. D'abord, on doit définir un mot de passe root. Maintenant, tous les systèmes Unix obligent à attribuer un mot de passe root. Et on doit définir un autre utilisateur autre que le root au moment de l'installation. Comme ça, les tâches quotidiennes se font avec le compte utilisateur. Et si on a besoin d'une tâche d'administration, on passe à la commande root et on revient à la session utilisateur. Donc, il ne faut jamais utiliser les privilèges du root, sauf pour les tâches d'administration qui les requièrent. On a divers parades pour limiter l'accès au root. Sur un serveur, l'accès au root doit être obligatoirement fait à côté du serveur. C'est-à-dire, on doit obligatoirement empêcher l'accès au serveur par root de n'importe quel serveur. Un mot de passe du root ne doit jamais transiter sur le réseau. On peut facilement l'intercepter et finalement, on pourra avoir l'accès sur le root. Donc, choix du mot de passe, on doit choisir un mot de passe robuste. Et d'ailleurs, choisir un mot de passe robuste, c'est pas uniquement pour le root, c'est pour l'ensemble des utilisateurs. Un mot de passe robuste, c'est un mot de passe qui doit être facile à deviner, facile à apprendre et doit être difficile à deviner. Ce sont deux choses qu'on ne peut pas les avoir en même temps. Facile à apprendre, c'est-à-dire on va choisir un mot de passe qui nous est familier,
tels que mon nom, mon prénom, mon adresse, matricule de ma voiture, euh, ou bien des mots de dictionnaire, mais difficile à deviner, c'est-à-dire c'est un mot qui n'est pas familier. Et pour réaliser un mot de passe qui satisfait à ces deux contraintes, une des façons, c'est de choisir ce qu'on appelle pardon, à choisir les passes phrases. C'est-à-dire choisir une phrase et déterminer un mot de passe à partir de cette phrase. C'est-à-dire, si je prends cette phrase-là, on a divers parades pour limiter les accès au compte-route. Là, cette phrase, je peux facilement la prendre et je peux construire un mot de passe à partir de cette phrase. Par exemple, je peux choisir le début, premier caractère de chaque mot. Par exemple, ici, on, D, P, P, L, L, A, C, R. Là, j'ai un mot de passe. J'ai un mot de passe à partir de cette phrase qui est facile à apprendre. Je peux construire un mot de passe difficile à deviner. O, D, P, P, L, L, A, C, c'est un mot de passe difficile à deviner que je ne peux pas trouver dans un dictionnaire. Et c'est un mot de passe qui est facile à apprendre parce qu'il me suffit d'apprendre uniquement cette phrase. Interdiction de l'accès comme route. On doit obligatoirement interdire l'accès aux routes. Le route ne doit jamais accéder de n'importe quel emplacement, sauf l'emplacement sur le serveur. Comment on peut réaliser ça? Euh, le choix du mot de passe, ça je l'ai expliqué. Pour l'interdiction du login comme route, là j'ai le fichier /etc/secure/tty. Il contient un ensemble de terminaux TTY1, TTY2 et ainsi de suite, les PS1, PS2, c'est-à-dire l'ensemble des terminaux par lesquels le route peut accéder. Il suffit, sur chaque ligne, je trouve TTY1 par exemple, TTY2, c'est ça, c'est une ligne, les lignes de fichiers /etc/secure/tty, TTY3, et pour empêcher route d'accéder à partir d'un terminal, il suffit de commenter la ligne de terminal. Et si par exemple dans cette configuration, le route peut donner un mot de passe à partir de TTY1, il peut donner son mot de passe à partir de TTY2, mais s'il essaie de se connecter à partir de TTY3, là, le système va lui dire qu'il n'a pas, qu'il n'a pas droit. Donc, comme question, essayer d'empêcher route d'accéder à partir de TTY1, TTY2, TTY3. C'est-à-dire, vous allez dans le fichier /etc/secure TTY et vous allez désactiver, vous allez commenter les lignes TTY1, TTY2, TTY3. Et vous allez vérifier ensuite l'accès en donnant le login c'est root et le mot de passe et vous allez trouver que la connexion va échouer. Pour accéder à TTY1, c'est CTRL-ALT-F1, CTRL-ALT-F2, c'est pour créer le terminal TTY2 et CTRL-ALT-F3, c'est pour créer le terminal TTY3. On peut autoriser seulement certaines personnes à faire du SU pour obtenir les privilèges routes. C'est-à-dire, si on travaille en équipe, là, je peux créer un groupe et dans ce groupe, je peux autoriser seulement les auteurs. Je peux créer un groupe et je dois faire appartenir la commande SU à ce groupe et uniquement les membres de ce groupe qui pourront exécuter la commande SU. Et comment le faire? Je dois donner l'exécution à la commande SU au groupe. Je crée un groupe SU OK qui va contenir les auteurs qui seront autorisés à exécuter la commande SU et j'attribue la commande SU, je vais l'attribuer au groupe SU OK. Et comme ça, tous les auteurs de SU OK pourront exécuter la commande SU. Donc, comme question, exercice, créer un groupe qui pourrait utiliser la commande SU. Contrôle des utilisateurs.
nous avons déjà parlé sur ça. Les utilisateurs sont gérés, comme j'ai dit, dans slash etc slash passwd. Dans ce fichier ne doit exister aucun utilisateur non reconnu. Les utilisateurs temporaires ou bien les stagiaires doivent être créés avec un verrouillage automatique au bout d'un certain, au moment, pendant la durée, à la fin de leur stage, et vérifier que seul le UED égale 0 est attribué uniquement à l'utilisateur root. Nous avons déjà aussi parlé du système shadow. Et pour casser, si on n'a pas un système shadow, on peut facilement craquer les mots de passe, c'est-à-dire si le fichier /etc /passwd contient les mots de passe, même s'ils sont hachés, je peux craquer les mots de passe en installant genre de Reaper, et il suffit d'appliquer la commande genre /etc/passwd et ça permet de craquer l'ensemble des mots de passe. Il y en a encore d'autres systèmes, il y en a plusieurs systèmes qui permettent de casser les mots de passe, tels que par exemple Gramboy, il y en a plusieurs. Ça, c'est juste pour dire que si nous avons un mot de passe qui est un fichier qui contient des mots de passe cryptés, on peut facilement on peut casser quelques-uns. On doit obligatoirement restreindre l'accès root de n'importe quel serveur. Pour accéder à un serveur, nous avons trois possibilités. C'est accéder par telnet, mais telnet, nous avons dit que c'est un accès non sécurisé. Accéder par SSH, mais dans SSH, le mot de passe est envoyé sous forme cryptée, mais même sous forme cryptée, on peut des fois craquer ce mot de passe. C'est-à-dire que le mot de passe ne doit pas transiter sur le réseau de n'importe quelle forme. C'est-à-dire, là, le root, on ne doit pas lui permettre d'accéder à partir d'un autre emplacement que de l'emplacement où il y a l'existence physique du serveur. Pour empêcher maintenant le root de faire un SSH, ça, nous avons la directive permit root login. Permit root login égale no ou bien égale à yes. Permit dans le fichier /etc/ssh/sshd-config, c'est le fichier de configuration du serveur du SSHD, du démon SSH. Donc, par défaut, dans la directive permit root login, nous avons yes, c'est par défaut, c'est-à-dire le mot de passe peut être envoyé. Without password, c'est-à-dire le mot de passe est désactivé pour le root. Et no, pas de connexion pour root, c'est-à-dire on doit obligatoirement mettre permit root login égale à no. Comme ça, vous allez essayer, si vous donnez le login root et le mot de passe par SSH, votre connexion sera refusée. Donc, comme question, mettre dans le fichier sshd-config permit root à login et vérifier ensuite que vous ne pouvez plus vous loguer d'un autre poste autre que le serveur lui-même. La même chose, le root ne doit pas faire du FTP à distance pour pouvoir le faire. Nous avons le fichier /etc/ftp-user. Ce fichier contient la liste des autres qui peuvent accéder à FTP. Donc, la route ne doit pas figurer dans ce fichier pour ne pas mettre du FTP sur le serveur. Droit d'accès. Là, il faut faire attention au droit d'accès. Comme vous savez, pour un fichier ou bien un répertoire, nous avons les droits R, c'est juste un rappel. Le droit R pour la lecture de fichier, le droit W pour l'écriture et la modification de fichier, et le droit X, c'est le droit d'exécution de fichiers. Ces droits sont répartis pour l'user, le groupe et loader.
une bonne protection d'un fichier réalisée par les droits RW pour l'user, rien pour le groupe et rien pour other. Pour modifier les droits d'accès au niveau de la commande chmod, chmod avec le mode et le nom de fichier. Par exemple, pour ajouter le droit X à un fichier, chmod user u plus X nom de fichier. Si je veux ajouter droit w, le droit X à un fichier, chmod UG, c'est pour l'user et pour le groupe. Je leur rajoute les droits W et X. Sécurité des services. Là, on distingue de deux systèmes Unix. Les anciens systèmes, les services étaient gérés par INSD et actuellement, les services sont gérés par XINSD. Si votre serveur emploie le fichier INSD, le gestionnaire INSD, ce gestionnaire utilise le fichier /etc/service pour avoir des numéros de service et le fichier de configuration /etc/insd.conf. Exemple. Si je prends l'exemple, un extrait d'un fichier insd.conf, là j'ai l'ensemble des services et pour chaque service j'ai sa description et j'ai le caractère dièse pour dire que le fichier, le service est activé ou non activé. Par exemple ici, FTP est désactivé, mais Telnet est activé. Pour désactiver Telnet, il suffit de mettre un dièse au début et on commente la ligne et le service n'est plus disponible. Ça, c'est l'ancienne version de l'emploi des services. Maintenant, les services sont gérés par XINSD. XINSD utilise le service /etc/service. Le fichier de configuration, c'est le fichier /etc/xinsd.conf qui contient la configuration générale des services. Exemple ici, un extrait de fichier xinsd.conf, j'ai dit c'est un fichier de configuration pour l'ensemble des services. C'est-à-dire, tous les services sont gérés par XINSD et chaque service a son propre fichier. Si une configuration elle est présente ici, elle est prise en compte. Et s'il n'est pas configuré ici, c'est la configuration dans XINSD.conf qui doit être appliquée. Par exemple ici, instance égale 60, c'est-à-dire l'ensemble, c'est le nombre d'instances autorisées. Si par exemple dans un service, on n'a pas déterminé le nombre d'instances, alors le nombre d'instances qui figure dans XINSD.conf, c'est celui qui va être configuré. Ça, c'est une configuration générale, mais ce qui est important, c'est la configuration des services. Exemple, si je prends un service, exemple celui-là, FTP, le service à FTP, c'est un service qui a son fichier de configuration comme celui-là. Ce qui est important ici, c'est par exemple ici, nice égale 10, c'est-à-dire le nombre d'instances égale 10. Et dans la configuration générale, nous avons 60, c'est-à-dire c'est cette configuration qui va être considérée. Disable égale yes, c'est pour activer ou désactiver le service. Mais en plus de ça, on a ici ajout dans le journal des informations sur l'utilisateur connecté, ajout des informations sur le gars dans le cas d'échec. Et en plus de ça, on peut ajouter d'autres directives telles que only from, no access et access time. Only from autorise uniquement les autres spécifiés à accéder au service. Là, je spécifie les adresses IP des machines qui ont le droit de faire le FTP. Là, no access, là, je peux spécifier les adresses IP des machines qui ne peuvent pas faire du FTP. Access time, je peux même définir le time, c'est-à-dire l'intervalle de temps entre lesquels le service est disponible. Exemple, par exemple là, no access, c'est
10 par exemple, la 16024, c'est le réseau, ce réseau, les machines de ce réseau, de ce réseau-là n'ont pas le droit de faire de faire le service Telnet Access Times. Le service Telnet, elle est disponible uniquement entre 9h45 et 16h45. Là, j'ai une configuration plus souple pour chaque service avec Synesty. Une des tâches importantes d'un administrateur, c'est la consultation de journal des tentatives de connexion. Toutes les tentatives de connexion sont enregistrées dans /var/log/secure. Là, nous avons le TCP, nous avons une autre façon de procéder à sécuriser les connexions, c'est l'emploi de TCP wrapper par ces deux fichiers qui sont /etc/host.deny et /etc/host.allow. /etc/host.deny contient la liste des machines qui ne peuvent pas accéder au serveur. /etc/allow contient les adresses IP des machines qui sont autorisées à faire des connexions. Là, il faut faire attention à ne pas employer le fichier /etc/host.equiv. C'est quoi le fichier /host.equiv? C'est un fichier qui peut être utilisé par des pirates. Il suffit de mettre une adresse IP dans /etc/equiv et là, toute connexion par cette machine-là est autorisée sans demander de mot de passe. Sécurisation de services, on doit éliminer l'ensemble de tous les services inutiles, mais comme nous avons dit qu'au moment de l'installation, il faut ne pas les installer même. Journalisation, comme j'ai parlé, la journalisation dans /var/secure. Maintenant, pour les commandes, pour les pratiques, pour les commandes usuaires, il y a les commandes quotidiennes. Pour les commandes quotidiennes, nous avons l'intégrité avec un D5. Donc, on a la commande MD500, c'est une commande qui permet de créer un hachage d'un fichier. Là, je vais parler dans le chapitre suivant, je vais parler de fonction de hachage et comment on emploie, quel est l'intérêt du hachage et comment on peut l'employer. Donc, comme question ici, voir MD500, et voir la commande SHA-256 SOM qui permet de calculer le hachage d'un fichier. Connexion sécurisée, pour faire des connexions sur un serveur, soit SSH, et je donne le nom du serveur si nous avons un serveur de nom, ou bien SSH, l'adresse IP du serveur, ou bien encore SSH et l'user pour l'adresse IP du serveur, et comme ça, je vais me connecter avec la session de cet utilisateur-là. SCP, c'est pour faire une copie, mais sécurisée. Une CP avec SSH. Exemple ici, SCP, mon fichier serveur chemin, c'est copier ce fichier, c'est le copier dans ce chemin sur l'adresse IP du serveur. Ou bien je peux télécharger un fichier par SCP, même avec la commande SCP, même sur un serveur, sur un réseau, c'est SCP, mon fichier, c'est copier un fichier d'ici sur ma machine. La même chose, ce que nous avons dit là pour SCP, SFTP, c'est du FTP, mais avec SSH pour sécuriser. Une des tâches importantes d'un administrateur de système, c'est la sauvegarde des données. Pourquoi sauvegarder? Sauvegarder parce que les pannes peuvent arriver à n'importe quel moment, que des accidents peuvent arriver à n'importe quel moment. Là, nous avons besoin d'un support de sauvegarde qui permet de faire des sauvegardes selon une politique de sauvegarde. La sauvegarde est vitale. En effet, la qualité des supports diminue, les défaillances augmentent. La sauvegarde, elle est obligatoire. D'abord, pour faire une sauvegarde, on ne sauvegarde pas tout. On doit établir une politique de sauvegarde.
sauvegarde. C'est quoi cette politique de sauvegarde? C'est-à-dire il faut étudier les données, il faut étudier les données et il faut déterminer, classifier ces données. Une fois classifiées, définir la périodicité de sauvegarde de ces données-là. Pour cela, on doit classifier les données par la détermination de l'importance des données. Parmi ces données classifiées, on doit sélectionner les données à sauvegarder. Avec quelle fréquence est-ce que les données doivent être sauvegardées fin de journée, fin de semaine, fin de mois, et ainsi de suite. Combien conservera-t-on les sauvegardes? Combien de temps on doit sauvegarder les sauvegardes? Les sauvegardes, on va pas les garder éternellement, mais on doit spécifier un moment où les sauvegardes doivent être gardées. À quel endroit, ça, nous avons parlé du premier chapitre de l'endroit, soit sur un serveur à côté, un disque du lecteur, dans un autre bâtiment, dans un autre quartier, dans une autre ville, dans un autre pays. En combien d'exemplaires on doit avoir les sauvegardes? À quel endroit sera stocké l'historique des sauvegardes? Quels sont les supports appropriés du sauvegarde? Quels sont les besoins et capacités du support de sauvegarde? Est-ce que la sauvegarde doit être automatique ou manuelle? Mais généralement, les sauvegardes sont automatiques. Quelle est la méthode de sauvegarde la plus appropriée? Parce que nous avons ici, on a plusieurs méthodes de sauvegarde. La sauvegarde comme nous avons dit, la sauvegarde peut être sur un support externe, sur disque ou à travers un réseau, sur un quartier ou bien une ville, un autre bâtiment ou bien un autre pays. Pour sauvegarder, là nous avons deux types de sauvegarde. Nous avons une sauvegarde totale et une sauvegarde incrémentale. La sauvegarde totale, c'est une sauvegarde qui permet de sauvegarder l'arborescence tout entière. Et nous avons la sauvegarde incrémentale. La sauvegarde incrémentale, c'est la sauvegarde qui permet de sauvegarder uniquement les fichiers récemment modifiés. Et pour une sauvegarde d'une arborescence, c'est-à-dire une sauvegarde totale, nous avons la commande tar cpo qui permet de sauvegarder des fichiers et des arbres d'un utilisateur ou d'une application. La commande dd, c'est une commande de sauvegarde totale device to device. C'est pour sauvegarder d'un équipement physique vers un équipement physique. Par exemple, d'un disque dur vers un autre disque dur, ou bien d'un CD vers un autre CD, ou bien d'un disque dur vers un CD, et ainsi de suite. C'est copier la totalité physique du disque. Sauvegarde incrémentale. La sauvegarde incrémentale, c'est sauvegarder, comme j'ai dit, les fichiers qui sont récemment modifiés. On ne sauvegarde pas tout, on sauvegarde juste les fichiers modifiés. Et là, nous avons la commande dump pour sauvegarder et la commande restore qui permet de faire la restauration. Là, nous avons aussi l'utilitaire important, l'utilitaire rsync qui permet de faire des sauvegardes incrémentales sur un réseau. Pour mettre en place une solution de sauvegarde, nous avons besoin d'un serveur. Pour mettre en place une sauvegarde avec rsync, nous avons besoin d'un serveur rsync, et nous avons besoin d'un client rsync. Comment faire? Pour faire une sauvegarde, rsync, par exemple, moi A, source, destination. Ici, je donne la source de la sauvegarde et ici la destination de la sauvegarde. rsync moi A, ça c'est copie de la source vers destination. Ici, c'est copie du contenu de la source vers la destination. Exemple, rsync moi A, moi E, SSH. Ici, je vais sauvegarder cette arborescence-là. Je vais le sauvegarder avec la session spécifiée dans login sur la machine serveur.org/destination.
cette source-là va être sauvegardée dans cette destination. Mais cette sauvegarde-là, elle va être cryptée par une clé générée par SSH que nous avons spécifié ici. Et là, vous avez man rsync pour plus d'informations sur la commande rsync. Bien sûr, les sauvegardes, on va pas taper tout le temps des sauvegardes. On va créer un cron tab. Dans le cron tab, on va écrire l'ensemble des commandes de sauvegarde et avec les moments de lancement de ces commandes. Comme ça, la sauvegarde va être faite de façon automatique. Un disque dur qui contient d'un serveur doit avoir au moins une copie. Si le disque dur tombe en panne, on va rétablir le fonctionnement du serveur immédiatement par un clone de disque. Pour cloner un disque, on va utiliser la commande dd. Et là, j'ai besoin de deux disques, un disque dur 1 et un disque dur 2, que je vais le mettre et je vais lancer la commande dd. Un input file égale /dev HTA ou bien SDA ou bien c'est le nom de votre disque 1 et output file égale /dev /hd l'identité de votre disque 2. Et en cas de panne, je peux facilement changer disque dur 1 par disque dur 2 et je démarre mon serveur avec disque dur 2 et comme ça là je vais limiter énormément les dégâts du crash du disque. Et je termine ma présentation et bon courage.